Salutations à vous, aventuriers et aventurières. Je vois que vous êtes impatients de découvrir encore plus d'informations à propos du MMORPG de Riot Games. Eh ben, ça tombe bien. Dans une précédente vidéo, je vous ai raconté l'histoire de Runeterra, de la création de l'univers jusqu'à l'ère actuelle, afin de mieux comprendre comment le monde est devenu tel qu'il est, ainsi que les relations entre les différentes régions et les peuples qui y vivent. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter concrètement le monde dans lequel nous, futurs joueurs du MMO, allons interagir et évoluer. Je veux vous permettre de découvrir chaque région de Runeterra en détail, leur faune et flore locale, les personnages importants du lore qui apparaîtront sûrement en tant que PNJ ou donneurs de quêtes, et les donjons ou raids qu'on pourra y trouver. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être un joueur de LoL ou même connaître quoi que ce soit à propos de l'univers de Riot. Je veux simplement que mes vidéos puissent servir de guide à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au développement de ce MMO. Dans cette vidéo en particulier, on va parler du continent de Valoran, c'est-à-dire le continent du Nord où se trouve le royaume de Demacia, l'empire de Noxus, les terres glacées du Freljord et les villes jumelles de Piltover et Zone. Je commence par ces régions parce que ce seront sans aucun doute les régions de base dans lesquelles Riot nous fera commencer le jeu. Attention, je ne pense pas que ce seront les seules régions disponibles à sa sortie, mais plutôt que ce seront les premières que nous serons amenés à explorer. Dernier petit détail avant de commencer. Voici l'Europe mise à l'échelle de Runeterra. Grâce aux informations trouvées dans le lore, on peut estimer qu'il y a environ 3000 km entre la grande cité de Demacia et la capitale de Noxus. Sachant que de Paris à Moscou, il y a 2500 bornes, ça vous donne une bonne idée de la taille réelle de ce monde. Commençons donc avec Demacia. Si vous avez vu ma vidéo sur la timeline de Runeterra, vous savez que le royaume de Demacia a été créé il y a près de 1000 ans pendant la guerre runique. Pour se protéger des mages assoiffés de pouvoir qui semaient le chaos à travers le monde, les Demaciens ont trouvé refuge à l'ouest du continent dans une forêt capable d'absorber la magie et la rendre inoffensive. Et en combinant ce bois à des cendres et de la chaux, les Demaciens ont créé la pétricite, un matériau ressemblant au marbre également capable d'absorber la magie. Et ils s'en sont servis pour construire leur capitale, la grande cité de Demacia. Visuellement, la cité a donc un aspect blanc et pur, qui reflète l'idéologie des Demaciens. C'est un peuple qui prône l'ordre, l'honneur et la justice. Le dirigeant actuel du royaume est Jarvan IV, fils du roi Jarvan III. Et leur armée est formée de soldats extrêmement bien entraînés qui protègent leur territoire contre les raids venant des tribus du Freljord au nord ou les avancées expansionnistes de l'Empire noxien à l'est. L'armée démacienne est organisée en différentes unités, chacune ayant sa propre spécialité. Voici un résumé rapide. Tout d'abord, il y a l'ordre des chevaliers éclaireurs, responsable de surveiller les frontières et les zones à risque. Ils connaissent par cœur chaque recoin du territoire qui leur est attribué et ont souvent un partenaire animal. On peut y retrouver Queen et son aigle Valor par exemple. Il existe aussi l'unité de la garde du dragon, des soldats spécialisés pour protéger le royaume contre les dragons qui représentent tout de même une menace non négligeable. Il y a des dragons dans les montagnes, dans les forêts, dans les plaines, il y en a un peu partout. Ils ne sont pas toujours violents, mais avoir des forces armées capables de les repousser en cas d'attaque reste une chose importante. Le plus dangereux de ces dragons s'appelle Cadregrin l'Infernal, et il y a de bonnes chances que ce soit un boss de raid ou de donjon dans le MMO. On a ensuite le détachement hardi, l'unité d'élite de l'armée démacienne. Seuls les soldats les plus exemplaires et déterminés peuvent en faire partie, et ils sont extrêmement respectés par le peuple démacien. Sur les champs de bataille, l'armée démacienne emmène aussi parfois des statues sculptées de pétricite qui prennent vie lorsqu'ils ont absorbé assez de magie et les assistent pour vaincre leurs ennemis. La plus célèbre de ces statues est Galio, et en général, quand ils commencent à se battre, la bataille se termine très vite. Mais la plupart du temps, Galio se trouve à l'état inerte, pas loin de la cité, un monument que les Démaciens viennent visiter en pèlerinage. Et enfin, l'unité la plus impressionnante et respectée de toutes, l'escadrille céleste, des soldats qui chevauchent des griffons d'argent qui sont à la base des prédateurs extrêmement dangereux. Il faut des années pour créer un lien assez fort avec eux pour qu'ils se laissent chevaucher. On y retrouvera notamment Citria de Nimbechamp, un personnage très présent à travers le lore de Demacia, qui a gravi les échelons de l'armée démacienne, tout comme nous pourrons certainement le faire dans le MMO. À la tête de l'armée démacienne se trouve la maréchale Tiana Crownguard,
conseillère au roi, et la tante de Garen et Lux. Il n'y a pas de doute que ce sera un PNJ dans les MMO. Je pense personnellement qu'elle nous donnera des quêtes permettant de gagner des rangs au sein de son armée. Et j'espère sincèrement qu'on pourra débloquer le fidèle Bélimier comme monture. Un autre personnage qu'on retrouvera sera le mari de Tiana Crownguard, le seigneur Eldred, chef des traqueurs de mages. Et oui, depuis la fondation de leur royaume, les Démaciens ont une phobie profonde allant jusqu'à une haine féroce pour la magie et les mages. Si vous avez l'intention de jouer un mage, Demacia sera donc une région à éviter ou au moins y faire très attention. Aujourd'hui, l'ordre des traqueurs de mages a pour mission de, et je cite, « purifier le royaume de ce mal abject ». Le seigneur Eldred a passé les quelques dernières décennies à influencer les rois Jarvan III puis Jarvan IV à imposer des lois toujours plus strictes envers la magie. Au mieux, les mages sont exilés et au pire, ils sont enfermés dans des cachots, forcés à boire des potions à base de pétricite et torturés pour se débarrasser de leur soi-disant affliction. Le truc, c'est que n'importe qui peut naître mage. Il n'y a pas de côté génétique héréditaire et cette persécution injuste a déchiré des familles et poussé une bonne partie du peuple démacien à vivre dans la peur. Avec le temps, une rancœur et une animosité amère ont poussé les mages à la rébellion, avec à leur tête Sylas. L'histoire de Sylas est très intéressante, et j'aurai une vidéo détaillée à propos de lui pour bientôt, mais pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est que Sylas a passé 15 ans en prison, attaché avec des chaînes de pétricite, avant d'être condamné à mort. Mais au moment de son exécution, il a réussi à s'échapper en utilisant la magie et causer une énorme émeute à travers la cité. Avec le reste des mages de la ville, ils ont pris d'assaut le château royal, causant la mort du roi Jarvan III avant de s'enfuir de la ville. Du coup, il se pourrait très bien qu'on puisse rejoindre ces rebelles et faire des quêtes pour Sylas. À travers le reste de la région, on peut retrouver différentes villes de taille variable. Globalement, c'est un territoire verdoyant et les gens ont pu s'installer à peu près où bon leur semble. Sauf là où il y a des monstres ou des démons. Ils sont assez rares, bien sûr, mais plusieurs démons habitent la région de Demacia, notamment Fiddlesticks, Evelyn et Nocturne. Et étant donné que les démons se nourrissent des émotions négatives des mortels, la récente rébellion des mages n'a fait qu'accentuer leur attirance pour cet endroit. Heureusement, l'ordre des sentinelles, maintenant guidé par Vayne, s'est donné pour mission d'éradiquer cette menace. Si vous voulez taper des monstres, ce sera donc avec eux qu'il faudra vous engager. En plus, leurs tenues sont super classe. Voilà pour ce qu'il en est de la région de Demacia. Passons maintenant à Noxus. Tout comme Demacia, Noxus a également été fondé pendant la guerre unique, par des réfugiés qui se sont cachés à l'est du continent de Valoran, à l'intérieur du Bastion Immortel. Le Bastion Immortel avait été construit plusieurs siècles plus tôt par le guerrier mage Mordekaiser, qui a littéralement broyé les âmes de ses ennemis pour en faire du mortier et bâtir cette forteresse impénétrable. Mais après des siècles à faire régner la terreur, il a été trahi par ses plus proches conseillers, dont Leblanc, qui ont fait alliance pour créer la secte de la Rose Noire. Ensemble, ils ont enfermé l'âme de Mordekaiser dans son armure, puis l'ont caché dans les plus profondes catacombes du bastion, en attendant de trouver une façon de le vaincre pour de bon. Car oui, Mordekaiser vit encore dans le royaume des morts, où il y lève une armée de damnés pour reconquérir le monde quand le moment sera venu. Cette menace est un des secrets les mieux gardés de Noxus, mais loin d'être le seul. Reprenons. Pendant la guerre runique, les terres autour du Bastion Immortel ont été ravagées par les forces magiques cataclysmiques qui s'y sont affrontées. Mais ça n'a pas empêché les Noxiens de s'y installer et y construire une des plus grandes villes de Runeterra, la capitale d'un empire expansionniste qui s'étend partout sur la carte. Leurs campagnes militaires les ont emmenés dans les terres glacées du Freljord au nord, le continent de Shurima au sud, l'archipel d'Ionia à l'est et les plaines de Valoran à l'ouest, même s'il y a encore une grande partie du continent qui reste encore indépendante à ce jour. Leur but est de réunir le monde entier sous leur bannière, de gré ou de force, et le plus souvent, c'est de force. Ils sont l'ennemi numéro 1 des Démaciens, avec qui ils se font la guerre depuis des siècles. Le roi démacien Jarvan Ier a même été tué sur le champ de bataille par Sion, le héros de guerre légendaire de Noxus. Aujourd'hui, Noxus veut profiter du désarroi causé par la rébellion de Sylas pour tenter d'envahir Demacia. C'est d'ailleurs l'histoire racontée dans le mini-roman Garen, premier bouclier.
Mais les dirigeants noxiens ne sont pas cruels pour autant, et ils éviteront de faire couler du sang s'ils le peuvent. En général, quand Noxus annexe un nouveau territoire, ils s'occupent simplement de se débarrasser des dirigeants actuels de ce territoire, et ils prennent le contrôle à leur place. Tant que les habitants acceptent paisiblement cette nouvelle gouvernance, tout se passe bien. Noxus les aide même à mieux intégrer l'Empire grâce à la construction de routes commerciales ou la formation de troupes militaires. On retrouve donc toutes sortes de personnes à Noxus, que ce soit des humains, des Vastaya ou des Minotaures. Peu importe leur origine, tout ce qui importe, c'est la force. De ce fait, la magie est très mise en avant à Noxus. Il y a des écoles pour apprendre aux jeunes mages à développer leur plein potentiel pour ensuite intégrer l'armée noxienne, comme par exemple le conservatoire Corbelladon. Mais celui-là a été incendié par Annie. Bon, sinon il y a l'académie Rosegarde. Ah mais non, celle-là a été réduite à l'état de ruine par Rel. Bon, faites-moi confiance, il y a sûrement encore une école de magie à Noxus qui n'a pas été détruite par un de leurs élèves et où vous pourrez vous enrôler. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on risque de retrouver à Noxus dans le MMO? Il y aura évidemment l'armée noxienne, et plus précisément la Légion Trifarian, leurs unités d'élite. Contrairement à Demacia, l'armée noxienne n'est pas du tout uniforme, préférant plutôt laisser à chaque soldat la possibilité de choisir leurs armes et armures de prédilection. Ils utilisent également toutes sortes d'animaux pour combattre avec eux. On retrouve par exemple des meutes de chiens de chasse, des éléphants en armure, ou encore des basiliques. Mais faites quand même attention aux basiliques. Ils ont tendance à se rebeller contre leur maître et essayer de se libérer dès qu'ils en ont l'occasion. Cette armée agit sous les ordres du Trifarix, le triumvirate des 3 piliers de Noxus. La force représentée par Darius, la vision représentée par Swain et la ruse dont on ne connaît pas l'identité. On l'appelle aussi le sans-visage du coup. Je m'attends donc à ce que les différents membres du Trifarix nous donnent des quêtes à accomplir pour eux, que ce soit des enquêtes au sein de la ville ou des exploits à réaliser sur les champs de bataille. On pourra certainement débloquer des bonnes grosses armures de bourrin grâce à eux. Ils ne rigolent vraiment pas quand il s'agit d'intimider leurs adversaires. Ensuite, on aura les familles de la noblesse noxienne, qui ont énormément d'influence à Noxus. Je pense notamment à la famille du couteau, d'où viennent Katharina et Cassiopeia. Leur père Marcus est un général noxien qu'on retrouvera certainement comme PNJ donneur de quêtes dans le MMO. Tapis dans l'ombre, il y a également la Rose Noire, dont l'existence reste à ce jour un des secrets les mieux gardés de Noxus. Ils ont passé des siècles à agir dans l'ombre et influencer le destin de l'Empire, jusqu'au jour où Swain a organisé son coup d'état qui lui a permis de prendre le contrôle de Noxus et instaurer son Trifarix. La Rose Noire a perdu son influence sur le trône et depuis cherche un moyen de se débarrasser de Swain qu'ils appellent l'usurpateur. La Rose Noire s'intéresse aux magies les plus obscures. Ce sont eux qui sont à l'origine de la résurrection de Sion notamment. Et on peut y retrouver des hémomanciens comme Vladimir, des nécromanciens ou même des démons. Je m'attends à ce qu'ils nous proposent des missions de type espionnage ou assassinat. Enfin, nous avons les arènes, un des divertissements préférés des Noxiens, tout à fait comparable au Colisée de Rome. Des gladiateurs s'y affrontent pour le plaisir des spectateurs, mais surtout pour leur propre gloire. Ça pourrait être une excellente option pour instaurer le PVP dans le jeu, avec la possibilité de parier sur les matchs et peut-être même un scoreboard ou un système de Hello. Je m'attends déjà à voir les messages. Viens me 1v1 à l'arène de Noxcraia si tu l'oses. Voilà pour ce qu'il en est de Noxus. Passons maintenant au Freljord, un pays de glace et de magie, d'où nous viennent certaines des histoires les plus anciennes de Runeterra, ainsi qu'une famille de demi-dieux extrêmement puissants qui ont façonné la Terre il y a plusieurs milliers d'années. Les peuples du Freljord sont loin d'être unis, et vivent plutôt en clans et tribus, souvent nomades, répartis à travers le territoire. Il y a donc 3 grandes factions qui constituent le Freljord, et il y a de bonnes chances que vous soyez poussé à choisir de faire partie de l'une d'entre elles. On a d'abord les Avarossans, menés par Ash, qui sont plutôt pacifistes. Leur but ultime est de mettre fin au conflit entre les différentes tribus, et plutôt les unir dans la paix sous une même bannière. On y retrouve également Tryndamere, Braum et Gragas. Mais attention, même s'ils veulent la paix, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas se battre. Ensuite, on a la Griffe Hivernale, menée par Sejuani. Eux, ils sont beaucoup plus violents et s'opposent directement aux ambitions des Avarossans. Ils pensent que le combat est ce qui fait battre le cœur du Freljord et qu'apporter la paix risquerait de bouleverser l'équilibre spirituel de leur terre. Au sein de la Griffe Hivernale, on peut également retrouver Olaf, le stéréotype du viking, Udir, un chaman extrêmement puissant, et Vrina, une meneuse de clan. Enfin,
on a les gardiens du givre, des guerriers et sorciers sous les ordres de Lysandra, la sorcière de glace. Si vous avez vu ma vidéo à propos de la timeline de Runeterra, vous savez qu'il y a près de 10 000 ans, des entités venues du néant appelées les Veilleurs ont manipulé Lysandra afin qu'elle leur permette de pénétrer dans le monde matériel et mettre fin à l'existence même de l'univers. Quand les Veilleurs ont commencé à faire leur apparition au Freljord, Lysandra a rapidement compris son erreur et a empêché leur venue en les enfermant dans un tombeau de glace magique éternelle, appelé la glace pure. Cette glace a par la suite pu être utilisée pour créer des armes magiques très puissantes, tellement puissantes que seules certaines personnes ayant des propriétés magiques particulières sont capables de les utiliser. Ces personnes sont appelées des sublimés, et l'arc de hache ou encore le fléau de Sejuani sont des armes de glace pure par exemple. Si une personne normale essayait de s'en servir, elle se transformerait en glace et se briserait en 1000 morceaux. Aujourd'hui, Lysandra et ses disciples ont élu domicile à la forteresse de Givre, un probable futur donjon, et surveillent de près l'abîme hurlant, au fond de laquelle se trouve la prison de glace qui enferme les veilleurs. Mais récemment, cette glace a commencé à fondre. Et voici donc un de vos futurs boss de raid. Mais avant d'en arriver là, il vous faudra affronter bien d'autres menaces. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Déjà, il vous faudra survivre à la faune du Freljord. Que ce soit les loups, les sangliers, les eunuques ou les gentils petits chatons. Toutes les tribus du Freljord survivent grâce à la chasse, mais souvent c'est difficile de déterminer qui est le chasseur et qui est la proie. On a ensuite les trolls de glace, comme Trundle, qui ont leur propre village à travers le Freljord, et qui ne s'entendent pas très bien avec les humains en général. Il y a de très fortes chances qu'on se retrouve à défendre des clans contre des attaques de trolls, ou encore que ce soit nous qui attaquions leur village. Dans tous les cas, il y aura bagarre. Certains de ces trolls ont aussi été corrompus par Lysandra et servent maintenant loyalement dans son armée. Les trolls ne sont pas à confondre avec les Yétis, qui sont quand même très rares, mais depuis que la glace pure a commencé à fondre, certains Yétis des temps anciens ont fait leur retour au Freljord et feront des adversaires formidables, à condition d'être bien stuffés je pense. Bon, après, quand ils sont bébés, ils sont quand même vachement plus mignons. Enfin, on a les Ursidés, les adorateurs du demi-dieu Volibear. Ils étaient tous autrefois des chamans humains, mais ont peu à peu été transformés en des créatures grotesques, entièrement dévouées à la volonté de Volibear, à tel point qu'ils ont presque une conscience collective. Pour eux, ou plutôt pour lui, il faut débarrasser le Freljord de toute forme de civilisation et retourner à l'état sauvage. L'animal face à la nature. Et il est arrivé que le demi-dieu en personne apparaisse sous forme physique pour lui-même détruire les constructions humaines. Un autre demi-dieu qu'on pourra croiser au Freljord est Ornn, un de mes personnages préférés du lore. Ornn se préoccupe très peu du monde qui l'entoure, et préfère plutôt se concentrer sur sa forge et ses constructions. Mais si vous arrivez à vous entretenir avec lui, peut-être qu'il acceptera d'enchanter une de vos armes, qui sait. Voilà pour le Freljord. Passons maintenant à Piltover et Zaun, les villes stars de la série Arcane. Mais attention, le lore officiel diffère quand même pas mal du lore d'Arcane, donc ne soyez pas surpris si certaines choses vous paraissent différentes de ce que vous avez vu dans la série. Autrefois, Piltover et Zaun n'étaient qu'une seule ville, mais il y a environ 200 ans, pendant la construction d'un canal permettant de traverser l'isthme entre les continents de Valoran et de Shurima, une terrible explosion a causé l'effondrement d'une partie de la ville qui s'est enfoncée sous la terre. Depuis, les deux portions de la ville ont été reconstruites séparément, Piltover au-dessus et Zaun en dessous. Parlons d'abord de Piltover, la cité du progrès. Malgré le désastre, la construction du canal a été terminée quelques années plus tard, donnant naissance aux Portes du Soleil et permettant à Piltover de massivement s'enrichir grâce au commerce. Avec cette nouvelle richesse, la ville a alors pu se consacrer au développement académique et technologique basé essentiellement sur l'Hextech. On n'aura probablement pas beaucoup de mobs à affronter à Piltover, si ce n'est des inventions qui ont mal fonctionné, mais on pourra certainement rejoindre les pacificateurs aux côtés de Caitlyn et Vi et effectuer des missions pour maintenir la paix de la ville. Et pourquoi pas assister à un concert de Séraphine? Après tout, Caitlyn est une de ses plus grandes fans. Mais le plus probable, ce serait qu'on soit amené à pourchasser Jinx et l'empêcher de faire bordel à travers la ville, vu que c'est son passe-temps favori. On retrouvera également à Piltover pas mal de laboratoires et académies où travaillent Heimerdinger et Jace, mais aussi les familles marchandes comme le clan Medarda par exemple, qui a beaucoup financé le développement du Hextech.
Cette technologie Hextech est un mélange de magie et de technologie, qui utilise des cristaux venant d'une espèce maintenant quasiment éteinte qui s'appelle les bracairnes. Avec l'extinction de cette espèce, le nombre de cristaux Hextech est devenu limité, et il a fallu trouver une alternative. Le clan Féroce, une autre des familles les plus riches de la ville, et dont fait partie Camille, a donc développé une façon de synthétiser des cristaux Hextech en utilisant des produits chimiques et de la magie runique. La technomagie Hextech est donc maintenant très répandue à Piltover, et sert de source d'énergie pour toutes sortes de choses, que ce soit leurs armes, véhicules, outils ou autres inventions bizarres. Mais les usines qui permettent de créer ces cristaux de synthèse sont extrêmement polluantes, et toute cette pollution se retrouve versée directement dans Zone. Et là où Piltover est une ville carrée, prospère et bien entretenue, Zone est une ville glauque, pauvre et chaotique. À Zone, ils n'ont pas accès aux cristaux Hextech et doivent plutôt se rabattre sur la technologie Chemtech. Le Chemtech permet de faire à peu près la même chose que le Hextech, mais c'est une technologie beaucoup moins stable et beaucoup plus dangereuse. Mais à Zone, il n'y a pas de restrictions éthiques ou de régulation qui empêchent l'utilisation du Chemtech. Ici-bas, c'est la loi du plus fort. Et en l'occurrence, les plus forts, ce sont les barons de la chimie, comme Renata, des seigneurs de crime qui feront de très bons ennemis dans les guerres de gangs pour prendre le contrôle des différents territoires de la ville. Mais ce ne sont pas les seuls ennemis qu'on pourra y rencontrer. Les expériences douteuses de scientifiques sans retenue ont donné vie à de nombreux dangers. Et on peut donc y retrouver par exemple des mutants, qu'ils soient d'origine humaine, animale ou même chimique, mais aussi des robots instables, des humains robotiquement augmentés par Victor, ou des psychopathes échappés de prison. Ouais, lui aussi on va sûrement le retrouver en donjon. Après, ça ne nous empêchera pas d'y passer un bon moment à la taverne du coin, tant qu'on ne s'interroge pas trop sur ce qui se trouve vraiment dans les boissons, et qu'on n'y fait pas trop de grabuge, sans quoi on sera rapidement confronté aux videurs, qui n'ont pas l'air très commodes, soyons honnêtes. Enfin, peu de gens le savent, mais au plus profond de Zone se trouvent les vestiges d'une ancienne civilisation, gardée par des golems et pièges magiques. Le fier explorateur Ezreal a déjà réussi à pénétrer dans ces ruines et y trouver un artefact venant de l'empire de Shurima. Et c'est sûr qu'on sera nous aussi amenés à nous y rendre à notre tour sous la forme d'un mystérieux donjon. Voilà pour ce qu'il en est des différentes régions du continent de Valoran. Dites-moi celle qui vous intrigue le plus en commentaire. Il reste encore pas mal d'autres régions à travers la carte à couvrir, et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du continent de Shurima. Pensez donc à vous abonner pour ne pas la rater. Sinon, si vous voulez parler du lore en live, vous pouvez aussi me rendre visite sur Twitch ou rejoindre mon serveur Discord, les liens sont dans la description de la vidéo. Sur ce, à la prochaine.